Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes sur le 9e webinaire IHF ou les mardis d'IHF, comme on essaye de le faire une fois par mois depuis presque 9 mois, on va dire. Peut-être qu'on avait sauté le mois des journées nationales. Aujourd'hui, Data Driven Design, je ne vais pas vous en parler, c'est Alexia Courdurier qui va vous en parler. Alexia, je vais vous présenter. Vous êtes ingénieur biomédical de formation. Vous avez, j'ai envie de dire classiquement, comme ingénieur biomédical, démarré dans un CHU. Alors, un CHU, pour nous, un peu particulier, un peu lointain, Sainte-Justine à Montréal. Ensuite, vous avez travaillé dans un cabinet d'architectes pendant 4 ans à Sydney, en Australie, en tant que data manager sur des projets hospitaliers. Et cette expérience vous a ouvert au BIM et aux enjeux de la conception hospitalière. Vous aviez visiblement utilisé le logiciel d'Aerofus pour planifier et gérer toutes les données de vos projets. Et puis 2017, dans le groupe Nemetschek, vous représentez la solution d'Aerofus pour le marché français. Et vous allez nous parler donc du Data Driven Design au travers du suivi d'une chambre, de soins intensifs, de la programmation à l'exploitation. C'est parti, c'est à vous la parole. Et pour tous les participants, les questions, vous pouvez les poser en direct sur le chat. On les reprendra à la fin tous ensemble. Et si on reste pas trop nombreux, peut-être qu'on pourra se permettre d'ouvrir nos micros. Alexia, c'est à vous. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Nassif, pour l'introduction et merci à l'équipe des IHF de me permettre de faire cette présentation sur le Data Driven Design. Je vais enfin vous expliquer ce que c'est. Donc, pour illustrer cette notion, j'ai pris l'exemple de suivi d'une chambre de soins intensifs depuis la programmation jusqu'à l'exploitation pour expliquer ce qu'est le Data Driven Design. En français, c'est la conception centrée sur la donnée. Donc, c'est vraiment remettre la donnée au cœur du projet et de permettre de collaborer autour d'une base de données pour tous les intervenants sur un projet de construction, depuis la programmation et tout au long du cycle de vie d'un bâtiment, et d'avoir cet aspect collaboratif et de contrôle de la donnée. Ça a été mis en place, on va dire, sur des projets, donc cette démarche, à la suite de plusieurs enjeux et plusieurs problématiques qu'on entend souvent sur les projets. Donc, c'était pour répondre à de l'information qui est traitée en silo pour les différentes disciplines et les différents intervenants qu'on trouve sur les projets. Donc, c'était vraiment de rassembler toutes les équipes autour d'une base de données et de pouvoir partager plus facilement les données sur un projet. La perte d'information, la perte de temps est due à trouver son information sur un projet. Donc ça, c'était aussi une des problématiques de comment je partage mes données, où est-ce que je trouve la donnée qui est fiable et la donnée la plus à jour, et où je trouve la donnée d'autres intervenants sur un projet. Les difficultés aussi qu'on peut avoir à valider les exigences, donc le programme ou les exigences du client, le temps qu'on peut passer à contrôler si le design correspond bien, ce qui a été modélisé correspond bien à ce qui a été planifié, à la documentation également, et puis tout ce qui va être du livrable, donc établir des fiches locaux, ça peut être un processus qui va être un peu laborieux sur les projets, tout ce qui est des rapports, donc des tableaux de surface, des tableaux de porte, des tableaux de coûts, de finition, des spécifications d'équipement. Tous ces petits rapports-là, quand la donnée n'est pas maîtrisée, ça peut être assez chronophage et faire perdre beaucoup de temps qui pourrait être passé sur des choses plus primordiales de vraiment de concevoir le bâtiment.
Et puis l'argent qui est dépensé pour gérer toutes ces notions de changement, d'évolution, de suivi du projet, etc. Il y a beaucoup de temps et bon, de ce fait beaucoup d'argent qui peut être dépensé. Donc, on a cet aspect on a de la donnée. Donc, c'est ce qu'on a dès le départ, même avant d'avoir des maquettes. Hein, c'est de la donnée. C'est ce qu'on récupère à la fin quand le bâtiment est livré. C'est aussi de la donnée. Et entre-temps, on a l'impression que sur des projets, la donnée peut être vraiment éparpillée, éclatée dans des outils différents, des formats différents, des intervenants différents. Donc, l'idée derrière ça, c'est vraiment de centraliser toutes ces données, quel que soit l'outil qu'on utilise, de venir se greffer et de venir greffer et se connecter en fait à une base de données centrale et de venir connecter les logiciels qu'on utilise, que ce soit des logiciels de modélisation ou d'autres plateformes, d'autres formats qui peuvent venir graviter autour de cette base de données centrale. Donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, donc c'est vraiment la dissociation entre les données graphiques et les données non graphiques. Donc, ce qu'on contrôle notamment par la base de données de Rofus, c'est les données graphiques. Je ne sais pas si hop, ça fonctionne. Donc, ce qui permet en fait de dissocier les données graphiques et non graphiques. On va voir ce que ça apporte sur un projet. Mais voilà, aujourd'hui, on se concentre sur la partie non graphique, mais qui permet de fiabiliser les informations, de fédérer toutes les disciplines autour de cette base de données collaborative et d'assurer un meilleur contrôle et une meilleure qualité et fiabilité de l'information. Donc, qu'est-ce qu'on appelle données non graphiques? C'est, si on prend l'exemple d'une pièce avant de rentrer sur notre sujet de la chambre, l'information non graphique, c'est par exemple des propriétés d'un local. Des propriétés comme le nom, le numéro qui lui est unique, sa surface programmée ou sa surface modélisée. Des propriétés qui sont plus des exigences techniques, acoustiques, thermiques, des propriétés, des besoins fonctionnels, etc. Donc, ça aussi, c'est de la donnée qui est non graphique. Tout ce qui est inclus dans cette pièce également, comme la liste des items, on entend par là la liste du mobilier, ainsi que toutes les données qui sont associées à ces items. Donc, ça peut être des équipements audiovisuels, comme on le voit ici, des luminaires, des terminaux, des équipements biomédicaux, des finitions, des menuiseries comme les portes, les fenêtres, etc. Et tous ces informations, tous ces items-là, pour les généraliser, c'est bien plus que des équipements, il y a comme des finitions, etc. Tous ces éléments-là, individuellement, vont avoir des propriétés de type et des propriétés d'instance ou d'occurrence. Donc, des propriétés de tel élément dans telle pièce va avoir une particularité. Il y a des propriétés comme les dimensions, les coûts, les quantités, la localisation, le fournisseur, etc. Toutes ces informations-là, ce sont des données non graphiques. Si je prends l'exemple de cette table de conférence, elle est placée au milieu de la pièce. Ça, c'est de l'information graphique. Mais le fournisseur, la date à laquelle il va être livré, sa dimension, voilà, il y a plein de paramètres qui sont de la donnée non graphique. Et puis, au-delà de ce qui va être inclus dans une pièce ou dans un local, il va y avoir tout ce qui alimente le local. Donc, c'est là où on parle de réseaux et systèmes d'ingénierie qui vont venir alimenter des terminaux qui, eux, vont se trouver dans les locaux. Associés à ces informations-là, enfin ces éléments-là, on va avoir des informations comme la classification, des produits qui vont lui être associés. Voilà, il y a toutes sortes, il y a des millions de données non graphiques sur les projets et chacun des intervenants qui travaillent sur un projet ont quotidiennement des informations non graphiques à gérer. Donc, le data-driven design s'oppose à la démarche qui est du model-driven design, donc de la conception qui est orientée autour de la maquette. C'est ce qu'on voit le plus fréquemment, c'est-à-dire qu'on va avoir, on prend le scénario typique où on a un programme et on va répondre à ce programme en modélisant un bâtiment dans une ou plusieurs maquettes, dans un logiciel de modélisation comme dans plusieurs. Donc, l'architecte peut travailler dans un outil qui est différent de celui du bureau d'études.
étude, des consultants à un autre logiciel, etc. Ce qui fait que l'information de départ va directement être éparpillée dans des formats, des logiciels, des sources d'informations différentes. Donc, quand on veut contrôler et valider l'information sur un projet, on doit faire des compilations, des traductions, des dynamos, etc., etc. On doit pallier en fait au fait que la donnée elle est éparpillée dans des endroits différents, parce que même si on a plusieurs maquettes et qu'on a une maquette partagée, tout le monde ne travaille pas dans une maquette. Donc dès qu'on a ce scénario-là, mais on doit faire preuve d'invention pour arriver à rassembler toute l'information, la valider, puis remodéliser, puisque forcément, il y a forcément des modifications qui sont apportées au projet. Donc, ça crée des étapes, il y a des pertes de données, il y a le manque d'assurance que la donnée est fiable à un endroit ou à un autre, et on perd énormément de temps. Ce qu'on fait avec le Data Driven Design, c'est comme je vous l'ai expliqué, d'avoir la donnée qui reste au même endroit pour tous les intervenants. C'est les intervenants qui viennent se connecter, les logiciels qui viennent se connecter à cette base de données, qui viennent échanger de façon bidirectionnelle dans les deux sens avec cette base de données collaborative. Et de ce fait, le programme reste et les données du projet restent tout au long du projet, même jusqu'à l'exploitation, voire même pendant l'exploitation, dans la même base de données collaborative. Donc, il n'y a plus besoin de compiler des sources d'informations différentes. Chaque logiciel il vient échanger la donnée et prendre la donnée dont il a besoin, redonner la donnée qui doit être alimentée dans cette base de données. Voilà, il y a des validations qui peuvent même faites avant d'aller trop loin dans la modélisation, etc. Donc, on a un meilleur contrôle et on évite plusieurs étapes qui nous permettraient, qui amèneraient en fait à une mauvaise gestion de la donnée. C'est un peu ce qui est résumé sur cette slide-là. Je pense que le PowerPoint vous sera diffusé par la suite, mais c'est vraiment ça. C'est d'avoir une totale cohérence entre les différentes maquettes et les différents outils et cette base de données-là qu'on retrouve tout au long du projet. Alors, dans les différentes étapes, donc dès le départ, il faut bien bâtir ces informations. On peut le voir que dès le début d'un projet, on peut avoir des documents différents et des données qui sont éparpillées dans classiquement des tableaux de surface, des fiches locaux ou des fiches types, par exemple, et on retrouve dès le départ peut-être des formats de données différents. Donc, le but, c'est que dès le départ, on est au maximum, ou en tout cas le plus tôt possible sur un projet, on intègre ces données dans un environnement qui est commun à tous les intervenants et qui va structurer la donnée tout en étant accessible à l'ensemble des acteurs et des futurs acteurs du projet. Et quel que soit leur outil de travail, donc c'est une base de données qui doit être OpenBIM ou dans des formats ouverts et qui permettent l'intégration de données et la connexion à des outils différents, quels que soient les outils du marché. Donc, c'est un peu le résumé ici sur cette slide. On a la base de données collaborative, structurante. On a donc l'exemple de Drofus qui est connecté, qui a un plugin direct, donc une connexion directement dans Archicad, dans BIM+ de Aplan, dans Revit. Et aussi, on a une visionneuse IFC qui permet de faire des échanges dans les deux directions. Donc, on peut alimenter un IFC, on peut synchroniser des informations de la base de données vers un IFC et inversement, injecter des informations d'un IFC vers la base de données Drofus. Et puis, les documents que je viens de montrer dans la slide précédente, donc les tableaux de surface, les rapports spécifiques, sont générés directement depuis cette base de données. On les formate, on les personnalise en fonction des données qu'on veut y voir sur notre projet. On peut les préenregistrer, mais elles sont exportables en quelques clics avec tout un système de filtres, etc. depuis la base de données et on est sûr qu'elles sont à jour. Donc, on peut exporter en un clic une fiche locale, une fiche de local type, des tableaux de coûts, etc. directement depuis la base de données avec une base de données à jour. Ici, on a le petit logo API là.
Cette connexion, en fait, elle permet à cette base de données-là, même s'il n'y a pas des plugins directs qui existent, donc des ouvertures directement dans des logiciels spécifiques, de pouvoir se construire nous-mêmes des connexions grâce à un API ouvert avec d'autres logiciels qui auraient aussi un API ouvert et de pouvoir créer des passerelles entre deux logiciels, ce qui permet notamment, en bout de course, de pouvoir transférer les informations, et on va le voir un peu plus tard dans la présentation, mais de transférer les informations qu'on va avoir prêtes pour la livraison du bâtiment dans un logiciel de GMAO, par exemple, un logiciel d'exploitation. Donc ça, c'est grâce à un API qui serait ouvert. Il y a aussi une plateforme que je vais vous montrer. Donc c'est la partie, donc on a un outil, une base de données client qui s'importe sur un ordinateur, mais on va voir l'avantage aussi d'avoir une plateforme web accessible depuis une tablette. Donc on va regarder tout ça. Comment s'articule en fait cette base de données? Quand on parle de structuration de la donnée, il y a deux choses que je vais vous montrer, c'est les locaux types, donc ce qu'on appelle les gabarits, et les locaux. Donc les locaux, c'est vraiment ce qu'on va retrouver. On prend la chambre d'un soin intensif, on va rentrer dans ce local, il est unique. En revanche, on peut avoir un local type de chambre de soins intensifs qui va pouvoir se répéter plusieurs fois dans l'hôpital. Et donc c'est ce module ou cette notion de gabarit qui va nous permettre en fait d'avoir une sorte de, je pense que vous en avez tous utilisé et vu sur vos projets, donc de local générique qui permet de standardiser les locaux et de pouvoir faire des modifications dans un local générique de chambre de soins intensifs sans avoir à ouvrir les 15 ou 20 chambres qui se retrouveront vraiment sur l'hôpital et de pouvoir faire un lien entre les locaux et les locaux types. Donc, dans un local ou un local type, ce qu'on va retrouver, c'est de la donnée, de la métadonnée. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand je parlais des performances, des exigences techniques des pièces, des performances acoustiques, thermiques, etc. Ça peut être des propriétés architecturales. Et en opposition, pas vraiment, mais en complément, on va avoir ce qui est du quantifiable. Donc, ça va être ce qu'on retrouve, les éléments que je vous montrais dans la pièce avec le mobilier, les éléments électriques, les terminaux, les menuiseries, les finitions, etc., qui peuvent être rangés dans des petits box au sein de la même pièce et qui sont piochés dans une bibliothèque d'éléments, une bibliothèque d'items. Donc, la structure de l'hôpital, donc on va retrouver le projet lui-même avec l'hôpital et une structure fonctionnelle. Donc, on reprend des services, sous-services, départements, etc., dans lequel on va retrouver les locaux. Les locaux qui, eux, vont être uniques, avec la chambre, avec un nom spécifique, pas forcément unique, mais le numéro, lui, va être unique, une surface modélisée qui peut être unique, des propriétés qui sont soit communes à d'autres locaux, soit complètement unique à cette pièce. Mais c'est voilà, le local, c'est le local dans lequel on va vraiment rentrer une fois que le projet sera terminé. Donc, on retrouve les différents locaux dans le module des pièces de la base de données. Et donc, ce module, ce local, pardon, va avoir les exigences dont je parlais tout à l'heure, va pouvoir être soit unique, soit être lié à un local type, donc aller puiser son information depuis cette fiche type. Alors, vous avez plusieurs noms, local type, fiche mère sur un projet, et ainsi que les différentes listes d'items, comme je disais tout à l'heure, qui vont être puisées de la bibliothèque d'items. Alors, l'avantage aussi d'avoir une base de données, c'est que, mettons, tous les éléments, quand on veut quantifier tous les éléments qu'on va retrouver dans un local, tout ce qui n'est pas modélisé va se trouver à un autre endroit. Alors que si on met tous les éléments dans une base de données, on retrouve tous les éléments qu'on va retrouver dans un local, qu'ils soient modélisés ou non, et puis qu'ils soient modélisés dans une maquette ou dans une autre. Donc, dans cette bibliothèque d'items, et on va le voir un peu tout à l'heure, mais pour chacun des éléments, on va retrouver aussi des informations spécifiques qui seraient en temps normal dans un fichier spécifique avec des caractéristiques d'items ou même dans de la documentation PDF et qui avait des informations qui seraient très difficiles de retrouver. Donc là, on a des propriétés spécifiques pour tous les éléments qu'on va retrouver dans cette bibliothèque.
Donc là, je vais vous montrer des petites vidéos. C'est toujours plus facile d'expliquer en montrant des exemples donc, de cette base de données. On va aller dans le module des locotypes et on va aller retrouver cette chambre de soins intensifs. Donc, quand on l'ouvre, on va retrouver l'aspect des métadonnées avec ces onglets qui sont tout à fait personnalisables. Hein. Vous aurez peut-être sur les projets jamais les mêmes onglets ou les mêmes données et champs d'information. Et puis, ces listes d'items qu'on va retrouver avec, vous voyez, la colonne des quantités, la liste de tous les items qu'on va retrouver dans les menuiseries, les terminaux, etc. Donc ça, c'est vraiment le local type. Et puis, ici, je vais peut-être mettre un petit pause, mais ici, dans le module des locaux réels avec la structure que je vous ai montrée dans la slide précédente des services. Donc là, on a une structure très simple. En général, ce qu'on voit sur les projets, c'est vraiment des niveaux structure, il y en a au moins 4 ou 5, avec la zone, le secteur, le département, etc., etc. Donc, pour faire simple, on a mis une structure très simplifiée où on va retrouver voilà, le bâtiment, enfin le département des soins intensifs. Et quand on veut créer au départ du projet les locaux, on va pouvoir venir dans l'espace patient, créer un local de soins intensifs qui va directement être lié, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais j'ai ajouté la pièce et je l'ai associée directement au local type, à la fiche type chambre de soins intensifs. Et j'ai copié cette chambre, puisque je vais la retrouver dans ce département 14 fois au total, avec une surface programmée de 25. Donc là, j'ai rapidement mes 14 chambres de soins intensifs d'une surface de 25 mètres carrés avec toutes les informations que je retrouvais dans ma fiche type. Donc, je n'ai pas eu besoin de copier l'information, elles sont directement héritées de cette fiche type. Et quand je vous parlais donc, du module de rapport, la fiche locale, je viens faire des petits filtres que je peux préenregistrer pour ne pas avoir à les refaire la prochaine fois. Je sélectionne mon numéro de local. Et donc, je peux mettre un nom et personnaliser ma fiche locale, mais rapidement accéder à l'export d'une ou évidemment, je peux faire l'hôpital entier, mais là, c'est pour l'exemple de prendre la fiche locale avec toutes les informations que j'ai déjà rentrées, le bras avec les différents gaz, etc., les menuiseries. Et puis, si j'ai rajouté un peu plus tard des plans, de la documentation, etc., je peux avoir une fiche locale complète et avec un accès très rapide. C'est la même vidéo. Donc, une fois que j'ai fait ça en amont du projet, alors on peut évidemment ouvrir une base de données à toutes les phases du projet, mais là, je prends le scénario idéal où les pièces ont été, les locaux avec les informations et les équipements ont été planifiés dès le départ sur le projet. Donc, quand on ouvre la base de données aux différents concepteurs qui vont arriver sur le projet, ça permet d'avoir directement accès au programme, de parler la même langue, entre guillemets, puisque tout le monde va accéder à la même information. S'il y a des modifications qui sont faites, tout le monde y a accès avec une traçabilité, puisque chacun des intervenants qui va rentrer sur la base de données ne peut pas rentrer sans un mot de passe, nom d'utilisateur et droit d'accès spécifique. Donc, qui vont de la lecture seule à l'accès total et de modification, par exemple. Donc, on a la possibilité, par exemple, les architectes pourront créer les locaux, mais ne pourront pas venir changer des terminaux dans les pièces, etc., etc. Donc, c'est très sécurisé. Et ce que ça permet de faire, donc si je rentre, j'ai pris l'exemple de Revit, mais j'aurais pu prendre l'exemple d'un autre logiciel, d'avoir cette connexion vraiment à la base de données. Donc, on a un plugin directement qui donne accès depuis la maquette. Et je suis concepteur, je suis architecte, je viens placer un local. Et donc, Drofus m'ouvre en fait le programme des locaux qui ont été planifiés. Donc, je choisis celui que je veux placer et au préalable, j'ai fait une connexion et indiqué dans quel sens je veux faire des échanges entre la maquette et la base de données. Donc là, pour ma chambre de soins intensifs, je vois directement que j'ai même pas eu besoin de copier le nom, il est arrivé directement depuis la base de données ainsi que le numéro de ce local et j'ai renvoyé la surface modélisée et vous voyez ici à gauche, j'ai mis sur pause, mais l'accès au volet de propriété de ce qui se trouve dans la base de données commune et tout le monde y aura accès. Et donc là, j'allège beaucoup mes maquettes parce que j'ai même plus besoin de synchroniser énormément d'informations que celles qui sont vraiment essentielles à la modélisation puisque j'y ai accès directement. J'ai un volet ici qui me permet de même pas avoir à ouvrir la base de données. J'ai directement accès aux informations.
C'est pareil pour les équipements. Une fois que j'ai fait ma connexion entre les items que je souhaite modéliser et ici pour l'exemple de Revit, mes types de famille, mais ça pourrait être mes objets dans Archicad par exemple. Dans la base de données, je viens, je suis ici pour l'exemple responsable du mobilier. Certains équipements, j'ai un poste de travail qui est planifié, un chariot, j'ai ma petite fenêtre ici qui vient se mettre devant moi, mais un ventilateur, etc., etc. J'ai absolument rien modifié pour l'instant, rien modélisé pour l'instant. Et ce que ça me permet de faire, en fait, ces connexions, c'est de pouvoir rapidement, en un clic, j'ai cliqué sur mettre à jour Revit et ça me place tous mes éléments au milieu de la pièce et je dois les placer, mais ça me place exactement les bons éléments dans les bonnes quantités au milieu de la pièce. Et les éléments qui sont de ma responsabilité. Si au même moment, il y a une personne qui travaille sur les portes dans un autre logiciel ou sur des terminaux, des systèmes d'ingénierie dans un autre logiciel, il aura son petit filtre dans les options qui indiqueront, qui filtreront en fait les éléments de sa responsabilité et ce qu'il devra placer. Alors, vous me direz, dans ce sens-là, ça peut être aussi dans l'autre sens. Je peux placer des éléments dans ma maquette en sachant qu'il faut que je les intègre dans le local pour qu'ils soient affichés dans la fiche locale. Et c'est tout à fait possible. Tout va dans les deux sens en fin de compte. Donc, s'il y a un élément qui rentre pas et que sur la maquette, vous savez que c'est un autre élément plus petit qui doit être modifié, vous faites le changement et ça indiquera dans l'historique de navigation de la base de données que cet élément a été remplacé par un élément qui provient de la maquette et ça a été fait tel jour à telle heure. Donc, il y a une forte traçabilité. Ce que je disais, voilà, l'exemple, donc si je suis dans une maquette espace, par exemple, au final, j'ai accès à la même pièce de Drawful. Donc, vraiment, tout le monde a accès au même élément. C'est les informations que je vais filtrer ici qui seront différentes. Et pour le coup, moi, je vais ajuster en tant que bureau d'études. Je vais corriger mes écarts tout au long du projet et ajuster les informations comme les luminaires, etc., qui sont de ma responsabilité. Donc ici, je suis un peu plus en avance dans mon projet. Il y a eu beaucoup de changements et je le vois ici, c'est-à-dire que on part avec de bonnes intentions en liant des locaux à des locaux types, des locaux standards, mais on sait très bien que il y a de fortes modifications qui peuvent arriver sur le projet. J'ai choisi certains cas d'usage, mais il y en aurait énormément d'autres et on peut pas toutes les énumérer en 30 minutes. Mais voilà, si je prends des propriétés types d'une fiche, on peut avoir une pièce qui est dérivée en cours de route, c'est-à-dire qu'elle part en étant liée, cette chambre liée au gabarit chambre de soins intensifs, et il y a quelques informations qui divergent par rapport à ce local type, et donc je vois en rouge tout ce qui est dérivé, et j'ai un récapitulatif de tout ce qui va dériver de la fiche type. Et puis je peux revenir en arrière et voir la fiche type telle qu'elle était le 12 mai, et voir les champs de mon local qui sont différents par rapport à ce qu'il y avait. Donc ici, si je rentre sur la liste des équipements, je vais pouvoir voir mon bras de distribution, tous les gaz qui lui sont associés. Comme ça, donc c'est le système d'éléments qui arrivent ensemble. Donc c'est-à-dire que je peux avoir les éléments ajoutés de façon unique dans la pièce avec des quantités différentes, ou je peux regrouper les éléments comme un bras de distribution de tel type va avoir tant de gaz, tant d'éléments avec tant de quantités qui lui sont associés, et ce qui permet que quand j'ajoute ce bras spécifique de distribution dans ma chambre de soins intensifs, il vient automatiquement avec ces sous-éléments. Ça permet de ne pas en oublier. Et puis, j'ai le lien, vous voyez, directement avec les réseaux qui alimentent ces gaz, etc. Donc, je vais retrouver ce lien dans la base de données. Et puis, depuis la fiche de la pièce, je peux ouvrir ce bras pour aller voir toutes les informations qui sont associées à ce bras. Et il y a beaucoup de champs et beaucoup de... mais tout est personnalisable, donc vous pourriez en filtrer ou en enlever. Mais il peut y avoir potentiellement beaucoup d'éléments associés. Donc avec toute la documentation aussi. Et puis, je peux, depuis la base de données, cliquer sur ce bras et venir l'afficher directement dans la maquette. Donc, si j'ai la maquette qui est ouverte, installée sur mon poste, et puis je vois quand je suis dans la maquette, ce bras de distribution, il a été placé au programme en quantité 1, etc. etc.
Dans l'historique, donc je vous parlais de toute la traçabilité des informations. Donc, quand on gère, l'idée c'est ça dans le Data Driven Design, c'est de s'assurer que le maximum de modifications sont faites dans la base de données, sont initiées dans la base de données pour être sûr qu'on ait cette traçabilité et cette fiabilité de l'information. Et donc là, pour exemple, si je prends par exemple un groupe utilisateur où là j'ai pris la révision de l'activité de chirurgie, je vais dans mon historique et je peux voir tous les changements qui ont été faits pour cette révision-là. Donc, ça peut être des noms de locaux qui ont changé, supprimés, déplacés. Ici, je vois qu'il y a des fauteuils, des lits qui ont été modifiés. Donc, je prends le numéro de pièce et je vais aller voir un peu dans le détail ce qui s'est passé dans cette pièce-là. Donc, je prends ma chambre double. Et je vois que dans les notes, j'ai une transformation de 4 chambres individuelles en chambre double pour atteindre 12 places. Donc, il y a une augmentation de l'activité de la chirurgie. Donc, j'ai vraiment une traçabilité. Je vois que ma surface programmée, elle est maintenant de 12. La surface modélisée, j'ai même pas besoin d'ouvrir la maquette. Je vois qu'elle est quasiment proche. Elle est de 12,1. Les quantités ont été validées. Et si je vais dans la liste de mes équipements, je vois que il n'y a plus de lit adultes. Ça a été remplacé par 2 fauteuils ambulatoires. Mais j'en connais la raison. Je sais que le fauteuil, il avait été programmé, mais le lit avait été programmé, mais il a été supprimé. Et par contre, ça a été remplacé par 2 fauteuils ambulatoires qui sont apparus en cours de route. Et si je vais dans la liste des terminaux, il y aura aussi la prise électrique qui va, le nombre de prises qui vont s'ajuster en fonction de par le fait que le lit médicalisé a été supprimé. Et donc, par le lien que je vous ai montré avec la maquette, le concepteur va automatiquement être alerté dans ce panneau de différenciation des équipements que le lit a été enlevé, qu'il faut qu'il place 2 fauteuils ambulatoires. Et comme je vous le montrais tout à l'heure, on peut rapidement placer ces fauteuils et pallier aux écarts et aux modifications qui ont été apportées. Ici, je vous montre la plateforme web, donc accessible sur tablette. C'est une version simplifiée qui permet aussi d'avoir le visuel graphique, donc la visionneuse IFC, en même temps que les données non graphiques. Ce que ça permet de faire, donc même si on a plusieurs maquettes, d'avoir la totalité des IFC qui sont intégrés au même endroit et de voir, par exemple, là, j'ai fait un filtre sur tous les locaux qui sont supérieurs à 5% de surface modélisée par rapport à la surface programmée, parce que même si vous avez 5 maquettes architecturales ou 5 bâtiments, etc., vous renvoyez l'information de la surface modélisée et elle est dans la même base de données. Donc, ce qui permet de rapidement faire un tableau de surface et un tableau d'écart. La base de données calcule l'écart et le pourcentage d'écart également. Donc, ça me permet de rapidement voir tous les locaux qui dépassent de 5% de la surface programmée. Mais il y a plein d'autres cas d'usage qui peuvent être faits par le contrôle de la donnée. Là, si je prends dans la bibliothèque la table de travail, je les ai placés dans les différents locaux. Je sais exactement, j'ai mes locaux qui s'affichent, où est-ce que se trouve ma table de travail en question, avec toutes les occurrences. Ici, donc j'ai aussi ce lien de contrôler l'IFC, savoir si les locaux ont bien été placés par rapport à ce qu'il y a dans la base de données, etc. Et là, je clique sur, voilà, une fois que c'est un peu plus enrichi avec tous les éléments de ma chambre de soins intensifs, avec les différents IFC qui sont superposés de différentes disciplines. Et je peux cliquer sur le lit, accéder à toute la documentation, etc. Et je peux aussi plus tard donc associer des produits. Donc là, si je prends le luminaire de cette chambre spécifiquement, je peux aller piocher parce qu'on a un lien avec la base de données a un lien avec BIMobject, donc je peux aller remplir des informations et ajouter des produits en connectant à BIMobject et venir associer ici des informations et aller piocher dans la bibliothèque de luminaire. Et là, ça va me synchroniser en fait des informations et venir enrichir directement dans la base de données ces informations et j'ajoute les produits. Donc, ici, c'est un exemple de fichier Excel que vous pourrez paramétrer en fait directement dans le module des rapports et des exports. Vu que vous avez tous les quantitatifs
tous les prix qui peuvent être ajoutés, des éléments même qui n'appartiennent pas aux locaux, mais qui peuvent être ajoutés avec des formules prédéfinies, même des macros. Vous pouvez prédéterminer des tableaux croisés dynamiques directement dans des fichiers Excel et enregistrer la structure de ce fichier Excel, ce qui fait que dans une semaine, si vous devez régénérer le rapport de coût avec des éléments qui auront été rajoutés ou supprimés, ben vous pourrez juste cliquer sur générer le tableau de coût et ça vous générera ce fichier Excel, ça vous lancera les macros et générera tous les calculs avec les informations directement puisées dans la base de données. Ici sur chantier, ça c'est un exemple d'un hôpital en Norvège. Donc d'avoir tout centralisé dans la même base de données, tout le monde a joué le jeu sur cet hôpital spécifiquement. Grâce à l'API justement, donc eux sur chantier ils utilisaient le logiciel Streambeam, ça pourrait être n'importe quel logiciel. Ici, c'est la petite fenêtre qui ouvre sur Drofus. Et donc, chacun des éléments, tout le monde a joué le jeu dans le sens où ils ont créé le chef de projet a créé des statuts différents pour indiquer si un élément a été livré, posé, connecté ou défectueux par exemple. Et l'idée c'est que tout le monde gère son statut. Et ce qui fait qu'avec la connexion qu'on a avec Power BI, ça permettait de faire des tableaux de suivi de chantier très poussés qui indiquaient au chef de projet l'évolution en fait sur chantier pour toutes les entreprises différentes et d'avoir en temps réel un visu sur ce qui se passe sur le chantier. Voilà, c'est l'exemple des portes, je crois. C'est en norvégien, donc faut réussir à traduire. Si on prend aussi donc côté chantier acquisition des équipements, donc là on prend dans la bibliothèque le lit avec toutes les chambres dans lesquelles il se trouve et les produits du lit qui lui sont associés. Ça c'est possible parce que on a un module d'acquisition et de livraison des équipements qui permet aussi, puisque tous les équipements sont dans la base de données qu'on peut aussi associer. Donc, au-delà vraiment des quantitatifs, il y a la possibilité aussi de gérer les items qui sont existants ou déménagés, ce qui permet d'avoir des quantitatifs rapides et de pouvoir soustraire en fait automatiquement tous les éléments qui sont déménagés ou existants, ils ne seront pas à acheter. Donc on a des quantitatifs parfaits entre des quantités brutes et nettes en fin de compte, d'éléments qui vont être déménagés et des éléments qui vont être achetés. Donc il y a un module d'acquisition qui permet de suivre tous les appels d'offres. À la suite des appels d'offres, on a des contrats. Les contrats, donc les fournisseurs peuvent soit remplir des fichiers Excel qui peuvent être importés dans la base de données, soit venir directement remplir leurs informations sur leurs produits. Et les produits sont associés à tous les équipements qui sont planifiés. Et donc, la base de données est enrichie de produits réels qui vont exister dans l'hôpital. Donc, on peut se constituer une base de données de fournisseurs avec tous les modèles qui sont fournis, les pièces dans lesquelles ils sont fournis et tous les produits avec les coûts associés, etc. Donc, c'est la même chose pour les réseaux, les systèmes d'ingénierie, les terminaux. Donc, on peut avoir ce système de produits de documentation avec une base de données complète. Le projet que je vous ai montré là, avec l'exemple sur chantier, ils ont réussi à tout planifier et à documenter et préparer les données d'exploitation et faire toute la documentation avant même le début du chantier. Donc, vraiment, cet aspect collaboratif, quand c'est bien que tout le monde joue le jeu, on a des résultats formidables. Ça, c'est un peu le résumé de ce que je vous ai montré en termes de connexion. La donnée en elle-même, elle est diffusée dans d'autres plateformes et sous d'autres formes. C'est-à-dire que la donnée pure elle-même dans la base de données, mais par le biais de connexion, on peut rapidement visualiser, que ce soit le logiciel Power BI ou avec la connexion avec les maquettes ou même le Drofus Web, visualiser l'information sous différents formats qui seront nécessaires pour les différentes disciplines. Chaque intervenant va utiliser des formats différents.
Et pour l'exploitation, donc là, on arrive en bout de course où on a une traçabilité de tout ce qui a évolué dans la base de données, de toute la documentation, une bibliothèque d'actifs avec des identifiants uniques, de toutes les informations qui vont servir à l'exploitation. Donc, c'est tout vraiment la donnée statique. Il n'y a pas de jumeau numérique dans un bâtiment s'il n'y a pas une information statique, une donnée statique fiable. Donc, c'est essentiel. Donc là, si on reprend un peu les informations qu'on va avoir, donc on a la base de données depuis laquelle on peut extraire n'importe quel rapport qui contient tous les produits et les actifs, la documentation, le programme et qui est constamment en parallèle avec les maquettes qui, elles, contiennent les objets modélisés. Et quand on arrive à la livraison du bâtiment, cette base de données enrichie par le biais des API et peut-être dans le futur d'intégration comme on a des plugins avec Revit et Archicad, venir transférer la bonne information au bon endroit, au GMAO, etc. Et venir rester pas dormante, mais rester ouverte parce qu'on a de toute façon, même en exploitation, beaucoup d'éléments qui changent tout au long du projet. Tout au long de la vie du bâtiment et des rénovations qui vont être faites à un moment donné. Donc, de garder cette base de données d'informations statiques connectée aux autres logiciels et potentiellement à la maquette, ça permet d'avoir, si à un moment on a une rénovation, de pouvoir prendre une partie de la base de données et de pouvoir réouvrir un projet pour faire son projet de rénovation. La plateforme web, donc arrivée en exploitation, vous pouvez aussi, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure la fiche locale, il y avait un petit QR code, de l'afficher en fait à l'entrée de la chambre. Ça vous permet de pouvoir arriver avec une tablette et de pouvoir scanner, que ce soit sur chantier ou en exploitation, de venir scanner ce QR code à l'entrée de la chambre pour voir exactement toutes les informations de Drofus Web, donc l'information graphique, l'information non graphique et les connexions à d'autres logiciels s'il y a des connexions comme on a vu avec Streambeam par exemple. Et pour en finir pour le volet, pour le cycle de vie de ces locaux, si j'arrive dans cette chambre en exploitation et que j'ai un problème, mettons, avec la ventilation, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure avec la connexion de toutes les disciplines, de tous les terminaux et les systèmes d'ingénierie, vous pouvez peut-être penser qu'il n'y a pas forcément d'utilité à avoir les systèmes et les réseaux dans une base de données parce que c'est vraiment quelque chose d'information graphique, surtout que on ne va pas, par exemple, pouvoir voir dans la base de données où passent les conduits, etc. Mais un des avantages principaux, au-delà aussi de la facilité de classification des éléments, c'est un avantage, mais cette connexion, ça a un avantage dans le sens où, par exemple, j'ai un problème de ventilation dans ma chambre, je vais cliquer sur, je vais rentrer le nom de la pièce dans ma plateforme web, je vais pouvoir accéder à toutes les informations qu'il va y avoir, je vais cliquer sur le système qui fait défaut. Et donc, j'ai le lien avec tous les IFC aussi, mais je peux remonter à l'unité de ventilation et j'ai cette connexion entre les systèmes et les terminaux. Donc, je remonte sur le circuit qui l'alimente. J'ai trouvé l'unité de traitement d'air en bleu et en orange toutes les pièces qui l'alimentent. De là, la connexion. Il y a quand même un visuel par la connexion avec la maquette. Et comme j'ai des connexions aussi avec les autres disciplines, je peux remonter au circuit électrique qui alimente cette unité et je peux remonter au tableau de bord électrique qui permet de régler en fait mon problème de ventilation. Donc voilà, la maîtrise de la donnée, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est primordial sur un projet. Ça peut vraiment vous sauver du temps dans des tâches où vous pouvez, en contrôlant mieux votre donnée, vous consacrer à ce qui est réellement important sur un projet et une conception hospitalière. Donc, il y a voilà, cette possibilité en fait d'initier les informations au même endroit et de contrôler, de rassembler tous les acteurs autour d'une même base de données. Ça peut libérer du temps pour des choses un peu plus essentielles et ça vous permet vraiment de gagner énormément de temps et d'énergie sur les projets, de vous assurer une qualité d'information et une qualité de projet aussi tout au long du cycle de vie du bâtiment.
Alors, j'avais sélectionné ces différents cas d'usage pour essayer de faire un peu plus court que ce que je fais d'habitude. Je ne sais pas si… Écoutez, merci beaucoup pour la présentation. Ça a déjà suscité quelques questions. Alors, des questions qui ont été posées au fil de l'eau, donc ça remonte là à 25 minutes en arrière. Frédéric demande, alors là on était plus sur la partie peut-être au début de la conception, comment faites-vous le lien entre analyse fonctionnelle des locaux et votre base de données de gabarit? Je ne sais pas si la question est Alors, claire. je vais essayer de retrouver l'analyse fonctionnelle des locaux. Alors, c'est une bonne question. Il n'y a pas de bouton magique en fait qui vont vous permettre de pouvoir placer les locaux au bon endroit, mais si vous indiquez, en fait, tout est une question de ce qu'on renseigne dans les locaux. Si vous renseignez la localisation d'un local, vous pourrez facilement vous rendre compte s'il est placé au bon endroit dans la maquette. On n'a pas encore cette facilité comment dire, je pense que si la question c'est de savoir si un local doit être contigu à un autre local et si on vérifie bien cette règle dans la maquette, est-ce que c'est ça par exemple la question? Alors peut-être que Frédéric, tu peux prendre le micro pour… Oui, c'est ça. Ouais, c'était Oui, ça. oui. Ouais, il y a, alors juste entre Drofus et une maquette, c'est pas aussi simple que ça parce que de toute façon, il faudrait vérifier à l'échelle du local. C'est-à-dire que si vous le renseignez dans la base de données, vous synchronisez cette information dans la pièce, forcément dans la maquette, même sans ouvrir la base de données, vous allez voir s'il est contigu à un local. Donc ça, c'est une règle. Si vous voulez faire des règles à grande échelle, il y a d'autres logiciels qui vous permettent de valider des règles. Et donc, le fait d'avoir ces règles structurées dans un endroit, dans un champ spécifique, dans la base de données, par exemple, et d'avoir ce lien avec la maquette, la base de données, pour répondre sincèrement, ne peut pas vérifier cette règle, mais vous pouvez induire des scénarios en fait de validation entre Drofus et maquette, puisque vous pouvez synchroniser ces champs. Alors du coup, je vais avancer dans le temps du chantier. C'est toujours Frédéric qui demande comment faites-vous le lien ensuite avec les DOE, car les équipements installés suite au marché public ne sont pas naturellement les mêmes que lors de la conception. À quel moment s'est faite cette mise à jour en cours de route sur le projet? Alors, elle a un peu répondu un peu après à cette question, mais je laisse répondre. Alors, il y a plusieurs façons. Soit on ouvre la base de données avec des droits sécurisés et puis chacun peut renseigner les informations spécifiques dans la base de données, ou on formate en fait des fichiers de renseignement par Excel, par exemple, qu'on peut réinjecter pour alimenter l'information dans la base de données. Par la plateforme web aussi, vous pouvez juste donner accès avec un lien URL pour aller remplir des informations spécifiques. Il y a différents scénarios. Il y a toujours une question de Frédéric. Système intéressant, avez-vous une idée du temps à consacrer? Est-ce que c'est pas trop chronophage? Est-ce que on génère du travail ou on génère de l'économie de temps? Enfin, la question qui est sous-entendue derrière cette question-là. Oui. Alors, il y a, si c'est la première fois qu'on utilise une base de données, si c'est la première fois qu'on a cette démarche de faire du data-driven design et qu'on a toujours géré les informations autrement, c'est comme pour tout, il y a une gestion du changement, il y a des pratiques à mettre en place, il y a des méthodes de travail. Comme on a un plan de gestion BIM, on va avoir un plan de gestion de la base de données qui peut être inclus d'ailleurs dans le plan de gestion BIM. C'est des méthodes qui se mettent en place. Il y a peut-être des nouveaux métiers aussi de data manager qui commencent à émerger aussi sur le contrôle de la donnée. De toute façon, si on prend bout à bout la gestion des données de tous les intervenants au quotidien sur les projets,
même la mise en place d'une base de données, les formations, le temps qu'on va appréhender un outil comme cette base de données, etc., ce sera toujours, vu l'économie de temps qu'on va avoir par la suite, ce sera toujours moindre, c'est 100% sûr, toujours moindre que la gestion de la donnée sans base de données collaborative. Alors, ça introduit la question suivante d'un autre Frédéric qui dit l'hébergement des données, est-ce que c'est un hébergement local dans mon établissement? Est-ce que c'est chez vous quelque part? Et la question suivante, du coup, c'est est-ce que j'ai un abonnement? Est-ce que je suis propriétaire du logiciel? Comment ça se passe? Et puis, accessoirement, troisième question, est-ce qu'on peut parler coût de votre solution? Alors, je vais répondre à cette question-là et je vais revenir sur la question du DOE parce qu'il me semble que je l'ai mal compris. Je reviendrai sur cette question-là et je vais y revenir. L'hébergement des données, c'est… alors, on fournit… la base de données, elle se télécharge, n'importe qui peut la télécharger. Si vous n'avez pas les droits d'accès, vous n'accéderez à rien. On fournit la base de données et les données sont hébergées sur un serveur qu'on fournit aussi aux clients. Mais on a la possibilité, et c'est le cas parce qu'on n'est pas utilisé que sur des projets hospitaliers, on est beaucoup utilisé dans le domaine de la santé parce que ce sont les données les plus complexes et qu'il y a le plus de données à gérer. Mais si on parle de projets de sièges de banque, de prison, voilà, il y a des bâtiments spécifiques où il est hors de question d'avoir une connexion à un serveur et dans ce cas-là, on installe le serveur chez le client et il n'y a aucun problème, ils ont l'accès au serveur. La location entre guillemets, donc c'est toujours le même principe, c'est une location mensuelle. On n'achète pas de logiciel, c'est une location mensuelle. Quand vous en avez marre, vous arrêtez l'abonnement et vous reprenez toutes les données. Comme je vous ai dit, hein, la base de données, vous pouvez tout exporter, tout synchroniser dans une maquette, tout synchroniser dans un IFC, exporter un COBI, exporter toutes vos données projet. On a même une sorte de manuel qui permet d'exporter l'intégralité des données projet et vous repartez avec vos données que vous… Voilà, sous des formats que vous auriez en temps normal sur les projets. Ça répond aux questions? Je pense, oui. Et alors, vous vouliez revenir sur les DOE, alors? Oui. Alors, juste m'assurer que j'avais pas mal compris la question. Est-ce qu'on parle de qui travaille dans la base de données? Oui. Je peux la reformuler. Allez-y. En fait, la question, c'est par rapport à votre base de données, si on a les DOE, donc il faut qu'on saisisse en fait les équipements qui ont été installés, qui ne sont pas forcément les mêmes au départ, puisqu'au départ, on choisit un modèle qu'on représente, puis après, il y a le marché public et on va avoir un autre modèle qui va être livré et installé. Et après, il faut gérer les DOE. Donc, il y a déjà ce premier point. Vous l'avez un petit peu répondu à cette question. Et la deuxième aussi, c'est l'intervention en termes d'obsolescence des produits dans votre base de données. Quand on a un produit qui devient obsolète, comment on le retire? À quel moment on s'en aperçoit? Vous voyez ce que je veux dire? Des produits après qui deviennent obsolètes, qui sont dans la base, dans vos gabarits, comment après on les retire? Comment on a l'information? Obsolète en exploitation ou obsolète, obsolète, par exemple, un produit qui ne se fait plus. Un éclairage, vous avez un luminaire, il ne se fait plus. Et vous l'avez automatiquement dans votre gabarit. Donc, il y a deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a tout l'aspect que je montrais au début qui est vraiment de la planification d'éléments, entre guillemets, génériques, d'équipements génériques, qui, eux, vont être placés dans les gabarits, dans les locaux, etc. Ça, il n'y a pas d'éléments tels que le fournisseur et le modèle qui sont associés à ces génériques, entre guillemets. Ce que je vous montrais à la suite, ce sont des produits qui viennent s'associer aux éléments qui sont planifiés. Donc, c'est deux choses distinctes. C'est-à-dire que dans un local, on va avoir le lit médicalisé. Le produit Linette, lui, il va être ajouté sur l'élément, c'est cette fiche produit qui est ajoutée à l'élément du lit médicalisé. Ce qui fait que si vous copiez une base de données pour ouvrir un autre projet parce que vous avez quasiment les mêmes logotypes, la même typologie de projet et les mêmes équipements, vous n'aurez pas les produits, vous aurez juste les équipements génériques et toutes les données des locaux types, etc.
Et l'obsolescence, Ok. ben ça, c'est de la gestion de données. On ne peut pas, la base de données ne peut pas savoir si l'élément est obsolète. En revanche, si la personne qui gère les équipements sait que l'équipement est obsolète, il vient juste changer et modifier le produit associé au luminaire, comme vous mentionnez. Alors, Ok. comme on n'était pas très nombreux, peut-être que Frédéric Forêt avait une question à poser. Vous pouvez la poser en direct, Frédéric. Oui, bonjour. J'ai une petite question. Je voulais savoir si l'incrémentation des données elle est bidirectionnelle en fait. Y a-t-il et puis s'il y a une parce qu'en fait là je vois que vous êtes sur c'est un IFC qui est généré. Donc en fait vous allez incrémenter votre IFC. Et ensuite moi je me posais la question si on a un modèle central natif, est-ce qu'on peut synchroniser toutes ces informations? Est-ce qu'il y a un moyen de dialogue entre tous ces formats? Oui. Alors, Est-ce que pour répondre à votre question, je pense que je vais revenir sur peut-être cette slide-là. Ça va peut-être répondre à votre question. C'est-à-dire que l'aspect bidirectionnel, donc là, je vous montrais dans le web avec la visionneuse IFC, et on a une sorte de possibilité de lier un local avec un local, un item avec un item, et synchroniser des informations avec l'IFC. Et dans le cadre du natif, on a ce que je vous montrais tout à l'heure, le plugin directement dans Revit ou dans Archicad ou dans BIM plus Alplan qui permet de faire des synchronisations bidirectionnelles sur n'importe quel élément entre la base de données et les modèles natifs. Donc depuis la base de données, mais pas depuis le modèle IFC, on est d'accord, hein. L'IFC, je suis pas un fan de l'IFC, hein, c'est très, enfin, je trouve que c'est très lourd, même si c'est le format standard que tout le monde veut adopter, mais je suis pas un grand fan de l'IFC, parce que je trouve que c'est un modèle qui est mort, qui est pas, voilà, y a rien du tout s'il n'y a pas d'informations dedans, si on rentre pas les informations, on va avoir du mal à les. Alors si après vous avez trouvé une solution pour les incrémenter, ben, tant mieux. Je crois que c'est certainement possible parce que j'ai vu ce matin un mail d'une personne là, qui a créé un escalier entièrement paramétrique en IFC. Donc j'ai pas été voir comment il a fait, hein, mais donc moi ce qui m'intéresse c'est voilà. Donc là en fait on est sur un modèle IFC sur la visionneuse. Il y a un technicien qui vient qui va changer. Je vais dire une chose, hein, une poignée de porte. Voilà, il change la poignée de porte. Donc ça va mettre votre base à jour. Donc ça doit mettre en base. Donc votre base de données qui est sur votre application va se mettre à jour. La base de données qui est sur l'IFC va se mettre à jour. Et est-ce que automatiquement ça va mettre à jour La notre base de données, modèle central, qui serait centralisé, le modèle natif? donc la base de données est mise à jour avec cette poignée de porte. Alors les portes, j'aurais pu vous montrer, c'est un cas des cas d'usage que j'ai enlevé pour Oui, entrer dans non, le mais je planning, sais. mais j'aurais C'est le nerf de la de guerre, hein. laisser. Ben, voilà, exemple classique, on a la porte, la poignée qui vient s'associer à la porte. Mhm. Ben, c'est dans le natif, c'est dans Revit. Quand vous ouvrez, vous cliquez sur la porte, vous voyez dans le Revit quelle est la poignée. Si vous voulez modéliser la poignée, il va vous faire l'écart qu'on a vu tout à l'heure entre la base de données et donc ce même écart-là. Hein. Vous aurez la porte, la poignée, est-ce que c'est le bon type de poignée qui a été placé sur la porte, etc. Et sinon, vous le verrez ici en cliquant sur la porte. J'aurais peut-être pu vous ouvrir quelque chose pour vous montrer, mais en cliquant sur la porte, vous allez voir le type de porte et toutes les quincailleries. D'accord, très bien. Ok. Donc Mais le but en c'est fait, oui, je vous on n'est écoute. pas obligé d'utiliser l'IFC du tout. Hein. Non, mais je me posais la question, voilà, parce qu'en fait, vous parlez du problème que la visionneuse et qu'on on peut penser que les personnes, les techniciens qui vont intervenir vont avoir une visionneuse pour se déplacer. Alors, est-ce que vous, après, vous créez un avatar? Et, il y a une autre question aussi, est-ce que c'est que de l'IFC que vous générez pour votre modèle sur la tablette ou vous avez d'autres formats? Alors, on ne génère pas le modèle, nous. Hein. Nous, on utilise la visionneuse qui est Catenda. Et D'accord. donc, on intègre un IFC qui serait exporté de la maquette Revit, par exemple. Si sur chantier, ils veulent avoir la tablette avec le visuel et également, on exporte l'IFC, on l'intègre dans la visionneuse qui est supportée par Catenda et ça nous affiche. On peut superposer des IFC, hein, on peut avoir l'IFC de l'archi et des bureaux d'études, etc., qui viennent se superposer pour avoir l'ensemble de l'information. Oui, c'est bon, On c'est ne clair. génère pas
D'accord. Mais j'ai une autre petite question. En fait, vous ne pouvez générer que de l'IFC avec votre visionneuse. Vous n'avez pas d'autres fichiers du style Unity ou Autodesk qui a qui génèrent des fichiers jeux, comme je vais vous dire, un de vos concurrents, enfin un concurrent comme Revisto qui génère un autre type de format qui est enfin quand même plus agréable que l'IFC et qui récupère les paramètres aussi. Est-ce que vous avez ce type de possibilité, quoi? C'est juste une question comme ça, il n'y a pas Non, parce de. qu'on n'a pas besoin de libérer. On est Non, non, directement connecté avec Revit et avec ou Archicad, par exemple. Donc, si le concepteur veut des informations, il a juste à cliquer sur ouais, non, synchroniser. mais On non. n'a pas besoin Oui, non, non, mais je comprends. d'exporter pour. On a un plugin qui est direct. Donc, ça vraiment, Voilà. Après, je vous vous dis, rentrez je suis dans pas la fan de base de l'IFC. données. Ouais, ouais, non, j'entends bien. Mais je suis pas fan de l'IFC parce que en fait, ça fait une modélisation sur FASIC qui est pas très agréable, entre autres. Et puis voilà. Mais bon, autrement, c'est très bien. C'est un très beau produit, hein. Voilà, moi j'ai terminé pour moi. Merci Frédéric. Et on revient, alors c'est l'autre Frédéric Alexandre, enfin, qui revenait sur l'histoire de coût, location, achat, sur la solution. Oui, alors on a un coût, c'est mensuel pour les projets, c'est en fonction de la surface du projet et il n'y a aucun module additionnel, etc. C'est tout ou rien. Tout le monde a accès à tout. Alors, quand je dis tout le monde a accès à tout, vous définissez des paramètres de sécurité et d'accès en termes de modification de la donnée, mais tout le monde, il y a un nombre illimité de postes disponibles. Voilà. Donc, c'est en fonction de la taille du projet et pas du nombre de personnes qui vont se connecter. Parce qu'on essaie d'être le plus collaboratif possible. Donc, si on se cantonnait au nombre de personnes connectées, on a des projets où il y a 80, 100 personnes qui sont connectées à la base de données. Chacun travaille dans sur ses données et voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ok, Mais merci. monsieur, prendre votre adresse si vous avez. En plus, ça dépend de la taille du projet aussi. C'est dégressif en fonction de pas mal de choses. Donc, vous donner un coût comme ça va. Ce serait pas. Si vous m'envoyez la surface de votre projet, je pourrais Alors pour tous les vous envoyer. participants, il y aura l'adresse d'Alexia sur la page quand je remettrai la vidéo et la présentation. Et puis bon, comme on n'était pas très nombreux, je pense avoir, en tout cas Frédéric Alexandre, j'ai ses coordonnées. Je pourrais vous transmettre les coordonnées. Enfin, chacun pourra vous recontacter individuellement. Est-ce qu'il y a une ultime question? Alors il y a des bravos qui commencent à tomber. Merci en tout cas. Une ultime question? Pas de questions. Bah, écoutez, merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup Alexia pour votre présentation. Je vous rappelle, tout sera en ligne d'ici 24 à 48 heures sur le site IHF. On fait une pause dans les webinars pour l'été. On se retrouve, si je ne me trompe pas, en septembre. C'est bien ça, Jacques? Oui, Voilà. 14 septembre. 14 septembre, tu peux nous donner le sujet? Tu l'as sous les yeux? Écoute, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je vais l'improviser. C'est une intervention d'un architecte qui travaille aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et qui, j'espérais d'ailleurs qu'il participerait à ce webinaire, mais il a dû être trop occupé, et qui veut faire une conférence sur les problématiques entre le BIM et l'exploitation maintenance, parce que vous le savez, et vous le savez aussi, Alexia, que le BIM est, pour l'instant, disons, est un outil de conception, enfin, ou qui aide à la conception, pas un outil de conception, mais un outil qui aide à la conception remarquable. Par contre, il y a véritablement une grosse difficulté pour l'instant à l'exporter vers la maintenance pour tout un tas de raisons que je ne vais pas détailler. Et même si ceux qui produisent ces logiciels de BIM n'arrêtent pas d'expliquer que ça va du début jusqu'à la fin du bâtiment, en fait, ce n'est pas aussi clair que ça. Et voilà, et cet architecte opérationnel, un hospitalier, va traiter ce point qui devrait intéresser beaucoup de gens, puisque vous le savez, les ingénieurs hospitaliers s'occupent en partie de la conception, mais
sont aussi principalement sur tout ce qui est exploitation maintenance. Ok, merci Jacques, 14 septembre. Le mot de la fin à vous Alexia, si vous avez encore quelque chose à nous dire, puis je couperai l'enregistrement. Non, mais je vous remercie beaucoup pour cette présentation. J'espère que ça a un peu suscité des interrogations, je le vois, mais voilà, que vous avez mon adresse email et puis si vous avez besoin d'autres informations, vous n'hésitez pas à me contacter. Merci Et puis beaucoup. on se reprend.